Madame la ministre, bonjour et merci de nous accorder ce temps d'échange et de nous permettre de mieux saisir votre vision de vos fonctions en tant que ministre des droits des femmes et de la santé. Donc nous sommes Sarah et Rima, nous avons toutes les deux moins de 30 ans et nous sommes nées avec l'IVG, avec l'idée que c'était un droit acquis par nos aînés féministes et qu'il était facile d'accès. Et force est de constater que ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui et qu'il n'est pas toujours sanctuarisé. Donc juste avant de rentrer dans les détails, vous êtes ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes 40 ans jour pour jour après qu'une autre ministre de la Santé ait courageusement porté le combat pour l'IVG. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne un sens particulier dans l'exercice de vos fonctions? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je veux vous dire le plaisir, l'honneur, la fierté que j'ai à être aujourd'hui, 17 janvier, parmi vous. Parce que c'est vrai que c'est une journée anniversaire particulière pour toutes les femmes, je crois, pour la société française, pour la ministre de la Santé et des droits des femmes que je suis, puisque c'est cette double responsabilité qui, aujourd'hui, évidemment, prend un sens particulier. Et moi, je veux dire tout simplement que la loi Veil est une loi qui a été présentée au départ et qui a été votée comme une loi de santé. Il s'agissait de dire, au fond, il y a des femmes qui avortent de façon clandestine. Faisons en sorte qu'elles puissent le faire de manière légale et sûre. Et ça a été un progrès absolument formidable. Mais c'est aujourd'hui évidemment bien plus qu'une loi de santé. C'est tout simplement une loi d'égalité, une loi d'émancipation. Et il y a 40 ans, je suis convaincue que si ça avait été présenté comme ça, les oppositions auraient été telles que la loi n'aurait pas été votée. Donc il n'y avait pas à se poser de questions. Mais aujourd'hui, l'enjeu de l'avortement, ça reste une question de santé, bien sûr, mais ça n'est pas principalement une question de santé. C'est d'abord un sujet d'égalité que nous devons faire progresser en France et que nous devons porter, nous, Françaises, nous, gouvernement français, vis-à-vis de l'étranger. Merci. Je voudrais vous poser la question de la perception de l'IVG. Donc, on remarque qu'aujourd'hui, il y a un réel problème de perception, qu'il y a beaucoup de femmes qui cachent le fait qu'elles ont avorté, qui le portent avec honte, et que, alors même que la majorité des IVG ne relèvent pas de grossesse liée à la non-utilisation de contraception et que les chiffres stagnent, donc aux alentours de 210 000 par an, il y a toujours des personnes qui vont culpabiliser les femmes et leur parler d'IVG de confort. Et au-delà de l'opinion publique, on nous rapporte aussi beaucoup de commentaires et de paroles jugeantes de la part des professionnels de santé qui imposent des actes, qui imposent des anesthésies locales et non générales. Et donc, ma question est celle-ci. Comment envisagez-vous d'agir auprès de ces professionnels de santé et de manière générale auprès de l'opinion publique, et comment envisagez-vous de porter cette bataille idéologique dans la société ? Il y aura toujours, moi j'en suis malheureusement convaincue, il y aura toujours un discours de régression, il y aura toujours des hommes, mais aussi des femmes, il faut le dire, mais des hommes principalement pour s'opposer aux droits des femmes. Et c'est vrai que depuis, au fond, on a vécu, vous êtes jeunes, vous avez grandi, ma génération a avancé avec l'idée que c'était un droit acquis. Et que ce droit, il s'imposait de toute évidence à l'ensemble de la société. Et évidemment, comme tous les droits conquis de haute lutte, il faut continuer à se battre pour le maintenir. Et c'est vrai que depuis quelques années, et plus encore depuis très peu de temps, on voit ressurgir un discours culpabilisateur, mais de manière tout à fait affirmée, affichée. On l'a vu à l'Assemblée nationale lorsque quelques députés minoritaires, mais extrêmement actifs, se sont manifestés à l'occasion de la suppression de la clause de détresse dans la loi Veil. On a vu des oppositions, un discours moralisateur ressurgir, et nous devons le combattre, et j'ai l'intention de le faire cette année en lançant une grande campagne d'information. Ce sera le cas à la rentrée de septembre,
Pourquoi septembre? Parce que on va mettre en place, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, un numéro de téléphone national, unique, qui ne sera pas surpayé, qui permettra aux femmes d'avoir un numéro unique, donc qu'elles appelleront. Ce numéro sera géré en relation avec le planning familial, qui a une grande expertise en la matière et que je salue évidemment pour sa coopération et tout ce que fait l'association. Et puis, on pourra échanger anonymement sur parler sexualité, contraception, IVG, être orienté vers un établissement de santé, vers un professionnel de santé. Et à travers, donc il nous faut un peu de temps pour mettre en place ce numéro. Et donc lorsqu'il s'ouvrira en septembre, on lancera une grande campagne, ce qui sera aussi une manière de dire le droit à l'avortement, c'est un droit d'aujourd'hui. Assumez-le, vous avez droit à avorter si vous le souhaitez, mère si je veux, mère quand je veux, c'est ça la liberté de disposer de son corps. Et quant aux professionnels de santé, eh bien, je leur rappelle la loi, tout simplement. Et je crois que dans la plupart des centres, il y a une volonté d'accueil attentif. Moi, j'ai visité beaucoup de centres dans lesquels on réalise des avortements. Il y a des cas où ça n'est pas nécessairement au rendez-vous. Le sketch le montrait il y a un instant. Mais il faut rappeler tout simplement aux professionnels de santé ce que sont leurs responsabilités. Voilà, et je le fais. Bonjour. Du coup, on avait une question à vous poser concernant les mineurs, puisque en France, les mineurs ont la possibilité d'accéder à l'avortement sans autorisation parentale, avec un anonymat. Seulement, sur le terrain, nous, on peut remarquer que parfois, il est très compliqué cet anonymat, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des courriers qui sont envoyés directement aux parents, par exemple, ou alors des chefs d'établissement qui ont du mal à couvrir des absences pour les rendez-vous, pour les démarches concernant les IVG. Donc du coup, qu'est-ce que vous comptez faire? Comment est-ce que vous avez des moyens pour appliquer au mieux cette loi concernant les mineurs? Oui, je sais que c'est une préoccupation, pas seulement les mineurs d'ailleurs, on pourrait dire aussi tout simplement des ayants droit, des femmes qui ne veulent pas que leur conjoint, celui ou leur père ou leur conjoint, sache qu'elles procèdent à un avortement. Donc c'est une question qui évidemment est préoccupante. Nous avons voté des dispositions encore récemment à l'Assemblée nationale. Elles ne donnent pas les résultats escomptés, je le dis très clairement, pour des raisons techniques. On m'explique effectivement depuis des mois et des mois que c'est très difficile d'arriver à mettre en place un système technique qui garantisse l'anonymat uniquement de celles qui le demandent. Je ne rentre pas dans les détails. Moi, j'entends bien qu'il y a des problèmes techniques, donc ça fait plusieurs mois qu'on me le dit. Et donc maintenant, je dis, il est temps de lever les problèmes techniques. Et il faut faire en sorte que lorsqu'une jeune fille, encore une fois aussi une femme dont le mari, par exemple, ne veut pas ou ne voudrait pas savoir qu'elle va avorter, souhaite le faire de manière anonyme, eh bien, ça puisse être le cas. C'est une exigence, je crois, pour respecter cette liberté absolue de disposer de son corps. Alors, excusez-moi d'insister sur les mineurs, c'est simplement que dans le terme de la loi, il faut qu'il y ait un majeur et que souvent les personnes de l'éducation nationale peuvent être sollicitées puisqu'ils font partie des établissements. Et souvent, c'est des engagements très personnels, une responsabilité personnelle. Je pense qu'il y aurait une volonté que ça soit sous une responsabilité professionnelle. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être un travail à faire avec l'éducation nationale qui semble être un partenaire essentiel à l'application de cette loi au mieux? Mais il y a des partenariats avec l'éducation nationale, il y a des relations d'ailleurs assez fortes entre les associations et l'éducation nationale. Il faut réaffirmer aussi que ce dont nous parlons, ce dont vous parlez aujourd'hui, le droit à l'avortement, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est évidemment indissociable de tout ce que nous pouvons faire par ailleurs sur l'éducation à la sexualité, l'information sur la sexualité, l'information sur la contraception.
et nous devons faire en sorte que les associations soient soutenues lorsqu'elles interviennent dans les collèges, dans les lycées, mais surtout dans les collèges. Alors c'est vrai qu'il y a des situations d'hétérogénéité, de différence sur le territoire. Il y a des endroits où ça se passe bien, des endroits où c'est plus difficile. C'est parfois plus facile lorsqu'il y a un centre à proximité, lorsqu'on est dans une... Moi, je suis élue d'un territoire qui est en partie rural, en partie urbain, mais en partie rural, et je vois bien, dans la zone rurale, tout le monde sait tout. Enfin, je veux dire... et donc... il faut évidemment être très attentif à pouvoir accompagner de manière discrète, secrète, ai-je envie de dire, les jeunes filles. Donc il y a un travail qui se fait avec l'Éducation nationale et la ministre de l'Éducation nationale sur ce sujet n'est pas à convaincre. Du coup, ça fait une belle transition par rapport à la proximité. Depuis l'élection de François Hollande, nous demandons l'arrêt des restructurations et des fermetures de centres. Il y en a eu plus d'une centaine en 10 ans. Et du coup, ça entraîne quand même une restriction dans le nombre d'accueils. Des femmes sont parfois obligées de faire des centaines de kilomètres dans des zones rurales. Enfin, vous venez de parler de zones rurales. Du coup, nous constatons que rien n'est fait pour réouvrir ces centres et que cela continue. Que prévoyez-vous pour ouvrir les centres et quid du maintien de l'activité de la maternité des Lilas ? Oui, alors là-dessus, bon, moi hier j'ai présenté un plan parce que je veux aussi mettre en avant les mesures que je prends pour faire en sorte que l'accès à l'avortement soit plus facile, plus simple, plus fluide. Parce que je vais répondre très précisément à votre question. Mais nous sommes quand même, et rappelons-le aujourd'hui, 17 janvier, nous sommes dans un pays dans lequel les femmes qui souhaitent avorter peuvent le faire. Et nous devons le dire, le rappeler, le célébrer, alors que pas tellement loin de nos frontières, il y a eu des tentatives pour remettre en cause ce droit, et alors que en Europe même, mais évidemment au-delà de l'Europe, il y a énormément de pays dans lesquels des femmes qui voudraient pouvoir avorter ne peuvent pas le faire dans des conditions sûres, dans des conditions légales, dans des conditions rassurante. Donc moi, je veux d'abord dire que dans la très grande majorité des cas, les femmes en France n'ont pas de difficultés pour avorter. Et les mesures que j'ai annoncées hier, elles ont pour objectif de faciliter tout cela à travers l'information, à travers la prise en charge à 100%, non seulement de l'acte d'interruption volontaire de grossesse, mais de tous les actes qui accompagnent l'avortement lui-même, les échographies, la consultation, et ça c'est une avancée tout à fait importante. Et puis réfléchir à cette question des places. Alors vous dites rien n'a été fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que lorsque je suis arrivée aux responsabilités, avant d'être ministre des Droits des Femmes, comme ministre de la Santé, nous avons arrêté les mouvements qui consistaient à fermer des centres d'orthogénie, des centres IVG. Le problème aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas. C'est quoi le problème ? C'est que dans un certain nombre d'établissements où on réalise des avortements, on diminue le nombre d'avortements qui sont réalisés. Et donc, en réalité, il y a des délais d'accès qui sont plus longs ou ce qui amène les femmes à aller chercher dans d'autres endroits des solutions. Il y a des explications à cette situation. Et parmi les mesures que j'ai annoncées hier, il y en a qui sont un peu techniques, qui sont moins grand public qu'un numéro ou le remboursement à 100%, mais qui ont précisément pour objectif de répondre à ce problème-là. Quelles sont ces mesures ? La première, c'est que nous constatons qu'il n'y a pas tout à fait assez de médecins qui pratiquent des avortements pour pouvoir répondre aux besoins des femmes. Il y a des raisons, il y a des obstacles même techniques. J'ai donc décidé de faciliter le recrutement de médecins qui veulent venir une matinée, 2 matinées par semaine pratiquer des avortements dans les hôpitaux, alors qu'aujourd'hui, les règles sont extrêmement strictes. J'ai annoncé que les sages-femmes pourraient pratiquer des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas et va représenter des solutions nouvelles pour un certain nombre de femmes. J'ai aussi annoncé que les médecins des centres de santé
qui aujourd'hui ne peuvent pas pratiquer d'interruption volontaire de grossesse instrumentale pourraient le faire dans le cadre évidemment de règles de sécurité qui s'imposent à tous. Et là encore, cela va faciliter les choses. Et puis, j'ai demandé que dans toutes les régions, on fasse un point très précis des situations pour voir comment adapter les moyens qui existent dans les hôpitaux ou dans les établissements de santé aux besoins. Moi, je voudrais saluer le travail qui est fait en Île-de-France par l'agence de santé, l'agence régionale de santé. Elle a lancé un grand programme qui s'appelle FRIDA et qui vise précisément à faciliter l'évaluation des besoins et à mettre en place des réponses là où c'est nécessaire. J'en viens aux lilas. Parce que les lilas, j'ai annoncé un certain nombre de mesures. La maternité des lilas, elle rencontrait de grandes difficultés, d'ailleurs elle ne le nie pas. Moi, j'ai entendu la volonté des équipes de la maternité des lilas de rester aux lilas. Et j'ai donc dit que la reconstruction des lilas, parce que c'est de ça qu'il s'agit, se ferait aux lilas et pas ailleurs. Et il y a une nouvelle équipe qui est en place, qui doit, dans les mois qui viennent, et on accompagne cela de façon très régulière, voir comment réorganiser les choses pour que ce soit financièrement tenable, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des projets qui coûtent beaucoup d'argent et ensuite on ne sait pas comment assumer la dette. Donc moi je me suis engagée aux côtés des lilas pour faire en sorte qu'un projet de reconstruction soit possible sur place, et je remercie les équipes des lilas d'être aussi engagées pour faire en sorte que ce projet soit viable et soutenable dans l'intérêt de tous. Du coup, concernant les annonces que vous avez faites hier par rapport aux actes qui sont autour de l'IVG, vous parlez de l'échographie, de datation à la première consultation. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle au quotidien pour les femmes, puisque c'est de ça qu'on parle. Et du coup, quels moyens vous allez mettre en place par rapport à ça, concrètement Très concrètement, ça veut dire que la sécurité sociale va rembourser à 100% les actes qui sont liés à l'avortement. En fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu au cours des derniers mois. Il y a eu une première étape en 2013 où on a remboursé à 100% l'interruption volontaire de grossesse, l'acte lui-même. Et à ce moment-là, on s'est aperçu, et les associations l'ont dit, elles l'ont beaucoup fait remonter, qu'il y avait des femmes pour qui restaient des difficultés, pas toutes les femmes, mais des femmes pour qui restaient des difficultés, évidemment celles qui sont les plus fragiles, ou les mineurs que vous évoquiez tout à l'heure, ou des femmes qui n'ont pas de moyens par rapport à leur conjoint, et qui étaient prises en charge à 100% pour l'interruption elle-même, mais devaient avancer ou payer pour l'échographie, les examens de biologie, la consultation de consentement. Et donc, maintenant, la sécurité sociale va payer, l'assurance maladie va payer à 100%, donc mutuelle, pas mutuelle, ça ne changera rien pour les femmes, puisque c'est la Sécu, l'assurance maladie, qui rembourse à 100%. C'est provisionné, quel moyen? L'argent est prévu au budget de la sécurité sociale, et donc les femmes n'ont plus de questions à se poser, et surtout, la prise en charge se fera de la même manière partout en France, parce qu'une des choses qui est apparue, à l'occasion des débats qu'on avait avec les associations, c'est qu'il y a des régions dans lesquelles, en réalité, certaines consultations ou actes étaient pris en charge à côté de l'interruption elle-même, et dans d'autres cas, ça n'était pas ce qui se faisait. Et donc, selon que l'on avortait au nord, au sud ou au centre, on n'avait pas forcément les mêmes conditions financières, ce qui évidemment n'est pas acceptable. Mais donc maintenant, une femme, elle sait que du début jusqu'à la fin du processus d'IVG, c'est la Sécu qui prend en charge à 100%. Et du coup, il y a aussi une autre partie de la population qui est discriminée dans l'accès aux soins. C'est du coup les femmes étrangères qui sont sans papier. On sait que dans certains services, il existe
passes, ce qu'on appelle les passerelles d'accès de soins et de santé. Seulement, on voit qu'elles disparaissent dans certains lieux. Comment envisagez-vous une prise en charge pour ces femmes donc sans papier concernant l'IVG? La loi est la loi. Et en France, une femme qui veut avorter peut avorter. Je le dis, la loi permet à une femme sans papier d'avorter. Et donc, un établissement qui ne le prend pas en charge ou un professionnel qui ne le prend pas en charge n'est pas dans le cadre de la loi. Et donc, il s'agit de faire appliquer la loi, tout simplement. La liberté à disposer de son corps est un droit humain fondamental. Comment expliquez-vous les arbitrages politiques qui datent de l'époque Veil, la double clause de conscience pour les médecins, le délai de réflexion? C'est des restrictions qu'on n'appliquerait à aucun autre droit humain. Pourquoi ne pas supprimer ces mesures? Oui, j'entends bien, et ce sont des demandes qui viennent régulièrement. Des avancées symboliques très fortes ont été faites lorsque nous avons supprimé la notion de détresse dans la loi. C'est une manière, enfin c'est pas qu'une manière, cela veut dire que lorsque l'on avorte, lorsque l'on veut avorter, on n'a pas à expliquer pourquoi, on n'a pas à se justifier. On peut avoir envie de parler, parce qu'après tout, on peut avoir envie d'un échange, de discuter, de se confier. On peut aussi n'avoir aucun doute et n'avoir pas spécialement envie de parler. Et c'est cette diversité de situations qu'il faut pouvoir prendre en compte dans notre pays. Et donc, il n'y a pas de justification à apporter. Et moi, ma préoccupation, elle est que les femmes, concrètement, puissent avorter simplement, faire en sorte que l'accessibilité soit au rendez-vous. Et c'est ça ma priorité. Ma priorité, c'est que on accompagne de manière plus structurée des femmes qui réalisent qu'elles sont enceintes tardivement ou qui prennent la décision d'avorter tardivement. Les deux situations existent, pour faire en sorte que, même tardif, l'IVG soit possible, puisqu'on peut avorter jusqu'à la 12e semaine, jusqu'à 12 semaines. Ce droit existe, il faut qu'il puisse être appliqué. Il faut donc faciliter la situation des femmes qui prennent leurs décisions pour une raison ou pour une autre, à la 10e, à la 11e semaine. C'est à cela que moi, je m'attache. Quant au délai de réflexion, eh bien, moi, je suis prête à y réfléchir. Madame la ministre, tout à l'heure, vous parliez de la chance qu'on avait en France d'avoir ce droit à l'IVG, et vous parliez aussi d'autres pays en Europe et dans le monde. Donc, je voudrais rebondir là-dessus, et ce sera ma dernière question. Aujourd'hui, en France, il s'agit d'une loi, et on l'a vu dans d'autres pays, une loi, on peut revenir dessus selon les majorités changeantes, et on sait que certains partis souhaiteraient l'endommager. Donc, est-ce que vous envisagez d'aller dans la protection de ce droit ? Et si oui, pour nous, la solution se situe dans l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'on lance aujourd'hui une grande campagne donc, à l'échelle de l'Europe pour que ce droit soit inscrit dans la Charte des droits fondamentaux à l'échelle européenne et que toutes les femmes d'Europe puissent y accéder. Et du coup, ma question est celle-ci. Est-ce que vous comptez nous appuyer? Est-ce que vous comptez faire passer le message à vos homologues des affaires étrangères, mais aussi d'autres pays d'Europe? Et enfin, est-ce que vous pensez que la France a une responsabilité particulière pour porter le droit à l'avortement en Europe et dans le monde? Les droits de l'homme, l'Union européenne défend les droits de l'homme. Les droits de l'homme, il faut que ce soit aussi les droits de la femme ou des femmes, et de façon générale, affirmés, revendiqués. Et c'est vrai qu'en Europe même, il y a des pays dans lesquels les femmes qui veulent avorter rencontrent
de grandes difficultés. Et c'est un combat que nous portons. C'est un combat que je porte. Vous disiez, comment est-ce qu'on peut protéger ce droit au niveau français d'abord? Parce que ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire. La meilleure manière de défendre ce droit en France, de défendre cette loi, c'est de toujours aller de l'avant, l'améliorer. C'est ce que nous faisons depuis 2 ans, à travers toute une série de décisions qui ont été prises dès 2012, puis 2013, puis les mesures que j'ai annoncées hier. C'est la mobilisation qui est la vôtre, c'est la mobilisation collective qui est la nôtre. Ça, c'est, je crois, la meilleure protection que nous pouvons apporter aux femmes, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, vis-à-vis de l'avortement. Et puis, oui, moi je crois que la France a une responsabilité, sans doute, en tout cas une force, un message particulier à porter à l'étranger. C'est vrai que la France est en pointe. C'est pour ça que le mot responsabilité, il est très fort, et en même temps, cette responsabilité, nous l'assumons. La France est quand même très largement en pointe de ce combat. Elle est en pointe de ce combat à l'échelle européenne, elle est en pointe de ce combat à l'échelle internationale. À l'ONU, nous nous exprimons régulièrement, je dis nous, la France, donc les ministres français, les ministres françaises, français, s'expriment, défendent ce droit. Nous faisons partie de ceux qui défendons même des formulations assez avancées. Nous avons à faire des compromis par rapport à d'autres pays, parce qu'il vaut mieux un peu de progrès que pas de progrès du tout. Il faut accepter cela. Mais nous sommes résolus, et 2015 sera une année importante, puisqu'il y a une conférence à Pékin, une réunion, une rencontre à New York, à l'ONU de nouveau. La France sera présente, et j'ai bien l'intention d'aller personnellement porter ce message, parce que c'est un message pour toutes les femmes du monde, c'est un message universel. Il y a l'avortement, mais l'avortement, ça fait partie d'un ensemble. C'est les droits à l'émancipation, les droits des femmes, et cela, la France le porte haut et fort, et j'ai envie de dire que dans la période que nous connaissons, nous devons le revendiquer encore plus et affirmer ces droits encore plus fortement.